programme, à savoir notion de déterminant. Alors je commence par la définition. On se donne une matrice carrée d'ordre n, soit la matrice dont les éléments sont les A et J, et dont le I et le J sont tous les deux variants entre 1 et n, une matrice d'ordre n, et donc les coefficients A J sont dans K. Et je rappelle que l'ensemble K, c'est toujours R ou l'ensemble des nombres complexes C. Autrement dit, ça signifie quoi? Je veux dire par cela que je me donne une matrice A qui appartient à l'ensemble qu'on avait noté Mn de K. Alors on se donne une matrice carrée, et bien sûr je le signale tout de suite, pour la notion de déterminant, ça n'a de sens que pour les matrices qui sont carrées. Comme vous voyez, il y a autant de lignes que de colonnes. Le I c'est pour les lignes, le J c'est pour les colonnes. Et comme vous le remarquez, et le nombre de lignes et le nombre de colonnes, ça va de A jusqu'à N. Donc c'est une matrice à N lignes, N colonnes. Alors, qu'appelle-t-on déterminant? On appelle déterminant de la matrice A, et on note, ça a une notation universelle, et on note, ou bien on le note comme ça, déterminant de A, ou tout simplement la matrice AIJ, mais avec des crochets, avec des barres au lieu de parenthèses, c'est-à-dire la matrice est là, c'est la première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, ainsi de suite, première ligne, énième colonne. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, énième colonne, ainsi de suite, jusqu'à la dernière ligne, la énième ligne, N1 à N2, et ça va comme ça jusqu'à les constituer sur la dernière ligne et la dernière colonne. Donc, le déterminant d'une matrice A, ou bien on le note comme ça, ou bien on le note comme ça. C'est-à-dire qu'on prend la matrice A avec tous ces éléments, et bien sûr la différence que vous voyez entre la notation déterminant et la notation matricielle, c'est ces barres-là. Pour une matrice, c'est des parenthèses. Alors, qu'appelle-t-on déterminant? On appelle déterminant de A le nombre, donc retenir que le déterminant c'est un nombre. Le nombre défini ainsi. Quel déterminant de A égale la sommation sur quel ensemble? Sur l'ensemble SL. C'est quoi l'ensemble SL? C'est l'ensemble de toutes les permutations de 1, 2 jusqu'à M. C'est une notion que vous avez déjà vue dans le cours d'algèbre SA. De quoi la signature de sigma multiplié par A sigma de A multiplié par A de sigma de 2. Ainsi de suite, le dernier c'est AN sigma de N. Ou SN c'est quoi? Et l'ensemble de toutes les permutations de 1, 2 jusqu'à n, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les bijections qui vont de 1 de n vers lui-même. D'accord? Je rappelle ce que c'est que la signature d'une permutation. Vous savez que les permutations, quand on prend une permutation, ils s'obtiennent en effectuant la composée d'un certain nombre de transpositions. Si ce nombre-là est pair, la signature de la permutation est égale à 1. Si ce nombre est impair, la signature elle est égale à moins 1. Alors le meilleur moyen pour comprendre ce que je raconte, c'est un exemple. Alors, tout de suite, je donne un exemple. Exemple, juste pour comprendre la définition. Ben, par exemple, si je prends A comme étant la matrice d'ordre 2, définie par A11, A12, et puis A21, A22. Je prends cette matrice-là.
Selon la définition, quel est le déterminant de cette matrice? Alors, selon la définition, pour définir le déterminant, la première chose par laquelle commencer, c'est le Sn. N est égal à quoi ici? Nous avons une matrice d'ordre de 2. Donc, N, c'est l'entier naturel 2. Le Sn, c'est-à-dire le S2, il est formé par quoi? Vous savez que le cardinal de Sn, comme on l'a déjà appris, c'est n factoriel. Donc, le cardinal de S2, c'est 2 factoriel. Autrement dit, c'est 2. Donc, à l'intérieur de S2, il y a 2 permutations. Lesquelles? Il y a la permutation, j'appelle sigma, qui fait quoi? Qui à 1, 2 fait correspondre par exemple 1, 2. C'est la permutation identité. Il y a une transposition. C'est laquelle? C'est celle qui à 1, 2 fait correspondre 2 et 1. Il n'y a que ça. Parce que, comme vous le savez, le cardinal de S2, c'est 2 factoriel, donc 2. Alors, primo, et on a la transposition taux, elle est égale à quoi? Elle est composée d'une seule transposition, n'est-ce pas? Donc, la signature de taux, elle est égale à quoi? À moins 1 à la puissance 1. C'est-à-dire le nombre de transpositions qui permettent de fabriquer le taux. Ben, le taux, il est égal à elle-même. Ça s'arrête là. Et la permutation sigma, comme vous le savez, sigma est égal à quoi? Sigma est égal à taux croisé avec taux. Ok? Donc c'est simple à voir. Ben, par exemple, sigma c'est quoi? C'est la permutation qui est à 2 fait correspondre à 2. Alors, à 1, 2, je peux passer par l'étape intermédiaire, laquelle, à 1, 2, j'effectue 2 et 1. Et ensuite, le passage de 2 à ici se fait aussi moyennant la transposition taux. Donc, ça c'est taux et ça c'est taux. Autrement dit, notre permutation sigma est égale à quoi? La composée de ces deux-là. D'accord? Alors, ce que je retiens, c'est que la permutation sigma, elle est composée par 2 transpositions. Autrement dit, la signature de sigma est égale à moins 1 à la puissance 2. Autrement dit, c'est égal à 1. Alors, comme vous l'avez remarqué, pour la deuxième permutation, qui est de nature d'une transposition, comme elle est composée d'elle-même, alors la signature de taux, c'est moins 1 à la puissance 1. 1, c'est quoi? C'est le nombre de transpositions qui fabrique cet 1. Donc, moins 1 à la puissance 1, ça fait moins 1. Autrement dit, je retiens que la signature de taux est égale à moins 1. Pour sigma, sigma, il s'obtient en effectuant un certain nombre de transpositions. Ça, c'est une règle générale. On vous a démontré que toute permutation est la composée d'un certain nombre de transpositions. Alors, dans notre cas, notre permutation sigma, c'est laquelle? C'est celle qui, à 2, fait correspondre à 2. Alors, je peux passer par une étape intermédiaire, laquelle, à 1, 2, je fais correspondre 2, 1. Donc, voilà la transposition taux. Et ensuite, je réapplique la transposition taux pour réordonner. Et finalement, le passage de ceci à cela passe par l'application de 2 fois taux. Autrement dit, sigma que vous voyez là, il est égal à quoi? La composée de ça avec ça. Donc, taux composé avec taux. Ça, c'est juste pour comprendre. Alors, comme le nombre de transpositions qui permettent d'avoir sigma est un nombre pair, donc moins 1 à la puissance 2, ça fait 1. Donc, nous avons maintenant tout le matériel pour calculer le déterminant de A. Donc, suite à cela, le déterminant de la matrice A est égal à quoi? Il est égal, je vais écrire cette somme-là en extension. Il est égal. Il y a combien de permutations à l'intérieur de S2? Il y en a 2. Il y a ça et ça. Donc, c'est égal à epsilon de sigma A indice 1, sigma de 1, A indice 2, sigma de 2. Stop. Dans notre cas, n est égal à 2. Donc, j'arrête là. Plus, l'autre terme, c'est quoi? Eh bien, il faut faire intervenir l'autre permutation. Laquelle? Taux. Donc, c'est la signature de taux A indice 1. Taux 1 multiplié par A indice 2, taux de 2. D'accord? Résultat. Donc, ce déterminant finalement, ça donne quelle valeur? Quelle est la signature de sigma? Comme vous le voyez, la signature de sigma, c'est 1. Je remplace par 1. A indice 1, c'est quoi sigma de 1? Je reviens à sigma. Sigma de 1 est égal à 1. Donc, A1, 1. Multiplié par A indice 2, c'est quoi sigma de 2? Sigma de 2, c'est 2. Maintenant, plus
Quelle est la signature de taux? C'est moins 1. La signature de taux, c'est moins 1. Donc c'est moins A indice 1. Quel est le taux de 1? Le taux de 1 est égal à 2. D'accord? Multiplie par A indice 2 et taux de 2. Le taux de 2 est égal à quoi? Égal à 1. D'accord? Donc vous voyez que je retrouve finalement quoi? Le produit de ces deux éléments-là ou le produit de ces deux éléments-là. Donc je retrouve une formule que tout le monde connaît. D'accord? Donc la définition du déterminant, c'est celle-là. Ce que j'ai fait, c'est pour comprendre la définition pour une matrice d'ordre 2. Ce que j'ai fait là, elle est valable pour toute matrice, pour un ordre quelconque. Bien. Alors on passe maintenant aux techniques de calcul d'un déterminant. Un calcul du déterminant. Alors, pour vous parler un petit peu du calcul du déterminant, je vais vous présenter des choses pratiques. Comme vous le remarquez, c'est une. Si j'exécute la définition, ça fait appel à beaucoup d'opérations arithmétiques élémentaires. D'accord? Alors, dans la pratique, comment est-ce qu'on calcule le déterminant? Le meilleur moyen pour comprendre ceci, c'est exécution sur des exemples. Alors, premièrement, si A est une matrice de cette forme-là, c'est-à-dire c'est une matrice qui a combien de lignes, combien de colonnes? Une ligne, une colonne. C'est une matrice qui appartient à M1 de K. D'accord? Alors, par convention, le déterminant de la matrice A, il est égal à l'élément se trouvant à l'intérieur. Là, c'est les matrices d'ordre 1. Deuxièmement, si A est une matrice d'ordre 2, A11, A12, A21, A22. Alors, on vient de démontrer, sur l'exemple que vous voyez là, que le déterminant de la matrice A est égal à quoi? Le produit des éléments se trouvant sur la diagonale, moins le produit des éléments extrêmes, A21 et A12. Si A est une matrice d'ordre 3, troisièmement, si A est une matrice d'ordre 3, c'est-à-dire A11, A12, A13, A21, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Alors, dans ce cas-là, le déterminant de A, ça se calcule de plusieurs façons. C'est-à-dire, on a le choix entre développer ce calcul suivant la première ligne, suivant la deuxième ligne, suivant la troisième ligne, ou suivant la première colonne, ou suivant la deuxième colonne, ou suivant la troisième colonne. Et quel que soit le choix fait, le résultat il est le même. Le déterminant A, c'est un seul nombre. Hein, ça ne varie pas. D'accord? Alors, pour comprendre ce que je raconte, par exemple, si je décide de développer mon déterminant suivant la première ligne. Hein, par exemple, je ne suis pas obligé, hein, suivant la première ligne. Alors, du moment qu'on a décidé de le développer suivant la première ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ligne-là va jouer un rôle primordial. Alors, on va réécrire notre déterminant A12, A13, A21, A23, A31, A32 et A33. Alors, j'ai décidé de le développer suivant la première ligne. Par convention, j'écris ici un moins, un plus, pardon. Je commence toujours par un plus. Et j'adopte la règle suivante. À côté d'un plus, il doit y avoir un moins. Et à côté d'un moins, il doit y avoir un plus. Qu'est-ce que je veux dire par à côté? Le à côté, c'est quoi? C'est ou le à côté horizontal ou le à côté vertical. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce sens-là, je n'ai pas le droit de dire que ça est à côté de ça. Je n'ai pas le droit de dire que ça est à côté de ça. Ce que j'ai le droit de dire, ça c'est à côté de ça. Ça c'est à côté de ça. Alors la règle à adopter, c'est commencer par un plus, et ce qui est à côté, vous lui donnez le signe contraire. Donc, comme ça est à côté de ça, c'est moins. Comme ça est à côté de ça, c'est un plus. D'accord? Alors, quelqu'un peut me poser la question suivante. Monsieur, supposons par exemple que j'ai une matrice d'ordre 50 et que je décide de la développer suivant par exemple la 38e ligne.
Alors, faut-il suivre, commencer par un plus, et puis un moins, et puis un plus, et suivre cette démarche-là jusqu'à la 38e ligne? Il y a de grands risques pour qu'il y ait une erreur, pour que je me trompe. Donc, le moyen pour se rappeler cela, remarquez une chose, c'est par exemple, quel est le signe qui est à côté de ça? Tu prends le 2 et le 2 là, et tu écris moins 1 à la puissance 2 plus 2. Moins 1 à la puissance 4, ça fait combien? 1. Donc là, c'est un plus. Ben, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est moins 1 à la puissance. Je suis dans quelle ligne? 3. Dans quelle colonne? 1. Donc c'est 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. Moins 1, donc c'est un plus. Et là c'est moins 1 à la puissance combien? À la puissance 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. 3 donc c'est un moins 1. Autrement dit, là c'est un moins. Donc je peux savoir de quel signe il s'agit sans suivre la démarche, sans adopter cette notion de voisinage, cette notion de à côté. D'accord? Ben, par exemple, si vous me demandez, monsieur, je suis intéressé par savoir quel est le signe ici. Le signe ici, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3. Donc, moins 1 à la puissance 5, automatiquement, ça va être un moins 1. Mais moi, je me désintéresse aux signes qui se trouvent là et aux signes qui se trouvent là. Ce qui m'intéresse, c'est les signes qui accompagnent les éléments de la première ligne. Pour quelle raison? Parce que j'ai décidé de développer mon déterminant suivant la première ligne. Si par hasard, je décide de le développer suivant la deuxième colonne, à ce moment-là, je serai intéressé, je serai obligé d'avoir les signes qui accompagnent les éléments de la première colonne. C'est-à-dire le moins, le plus, le signe ici c'est quoi? Moins 1 à la puissance 3 plus 2, ça fait moins 1 à la puissance 5, ça fait un moins. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. On aura la chance de comprendre mieux le blabla que je raconte. Alors pour le moment, on a décidé de développer notre déterminant suivant la première ligne. Qu'est-ce que je veux dire par cette notion de développer au niveau de la première ligne? Alors là, ce qu'on fait, c'est égal. Je prends le A1 qui est là, avec le signe. Donc vous voyez que là, c'était un signe fictif. Là, ça devient une réalité. C'est plus A11. Et qu'est-ce que je fais alors? J'enlève la ligne où se trouve le A11 et la colonne où se trouve le A11. Que reste-t-il? Il reste cette matrice-là. Ben, je calcule son déterminant. Voilà. A de 2, A de 3 et A 3, 2 et A 3, 3. Vous allez me dire, monsieur, mais vous vous êtes échappé d'un déterminant d'ordre 3 vers un déterminant d'ordre 2. Donc c'est toujours un problème de déterminant. Oui, mais vous venez de comprendre une chose, laquelle? C'est qu'au départ, j'ai défini le déterminant d'ordre 2. Et à partir de mon savoir calculer un déterminant d'ordre 2, je viens de comprendre maintenant comment calculer le déterminant d'ordre 3. Donc c'est un processus récurrent. Autrement dit, si tu veux calculer un déterminant d'ordre 5, tu es obligé de passer par des déterminants d'ordre 4. Et pour calculer ces déterminants d'ordre 4, à leur tour, ils font appel à des déterminants d'ordre 3, qui à leur tour font appel à des déterminants d'ordre 2. Donc c'est une notion où il y a une récurrence, n'est-ce pas? Alors, je suis toujours sur la première ligne. Je passe à l'élément suivant de la première ligne. Je le prends avec le signe conventionnel, donc c'est moins A1, 2. Et qu'est-ce que je fais alors? Je fais la même chose. J'enlève la ligne où se trouve le A1, 2 et la colonne où se trouve A1, 2. Que reste-t-il? Il reste la matrice constituée par ceci, cela, cela et cela. Autrement dit, A2, 1, A2 et 3 et A3, 1 et A3, 3. Finish. Je prends cet élément-là, plus A1, 3, multiplie par. J'enlève cette fois-ci la ligne où se trouve le A1,3 et la colonne où se trouve le A1,3. Que reste-t-il? Il reste ce petit bloc-là. Donc c'est égal à A de 1, A de 2, A 3, 1 et A 3, 2. Et voilà. D'accord? Bien. Là, c'est le déterminant d'ordre 3. Alors, quelqu'un peut me dire, monsieur, tu nous as montré comment développer le déterminant d'ordre 3. J'aimerais bien savoir comment tu vas le développer suivant, par exemple, la deuxième colonne. C'est la même procédure. Autrement dit, aussi, le déterminant de A est égal. On va le développer comme je viens de le dire. Cette fois-ci, par exemple, je choisis une colonne au hasard. Par exemple, la deuxième colonne suivante. La deuxième colonne. Alors, qu'est-ce que ça donne? La première chose par laquelle commencer, c'est les signes. Alors, pour la deuxième colonne, il faut que j'ajoute des signes. La deuxième colonne, elle est là.
Quel est le signe par lequel je commence? Moins 1, moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça fait moins 1 à la puissance 3. Donc c'est un moins. À côté, c'est un plus. À côté, c'est un moins. Donc vous voyez que pour affecter les signes, ou bien je joue sur cette notion de à côté, d'accord? Ou bien tout simplement, je me dis, tiens, là c'est un A de 2. D'accord? Donc ça va être moins 1 à la puissance 2 plus 2, c'est-à-dire moins 1 à la puissance 4, ça fait plus 1, pas le plus. Et là c'est quoi? Les indices c'est 3, 2. Donc ça va être moins 1 à la puissance 3 plus 2, ça fait moins 1 à la puissance 5, ça fait moins 1. Donc les signes qui m'intéressent, c'est ces signes-là. Je développe alors suivant cette colonne. Alors selon la définition, je prends le premier élément de cette colonne avec le signe. Donc ça fait moins 1, 2, multiplie par. J'enlève la ligne où se trouve le A1, 2 et la colonne où se trouve le A1, 2, ça me laisse quoi? A2, 1, A2, 3, ok? A3, 1 et A3, 3. J'avance. Le deuxième élément, c'est celui-ci. Je le prends avec son signe. Plus A2, 2. Ensuite, j'enlève la ligne où se trouve le A2, 2 et la colonne où se trouve le A2, 2. Que reste-t-il? Il reste bien sûr la matrice d'ordre 2 constituée par A1, 1. A1, 3, et quoi d'autre? A3, 1 et A3, 3. D'accord? Le dernier élément, je le prends avec son signe, moins A3, 2, multiplie par. J'enlève cette ligne-là et cette colonne-là, que reste-t-il? Il reste A1, 1, A2, 1, d'accord? Et comme j'ai enlevé cela, ce qui restait, c'est A1, 3, A2, 3. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Donc vous voyez que malgré les apparences, c'est-à-dire qu'en apparence, vous remarquez que ça n'a rien à voir avec ça. Mais le calcul donne exactement la même valeur. Autrement dit, que vous développez suivant la première, la deuxième, la troisième, ou la quatrième ligne, ou la troisième, ça donne exactement la même chose. D'accord? Alors on vient de savoir comment calculer un déterminant d'ordre 3. Et sachez une chose, laquelle? C'est que derrière toute cette histoire-là, toute cette façon de calculer, derrière il y a la définition. La définition où on a parlé de permutation et tout ça. C'est elle qui gère tout ce calcul-là. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses au hasard. Ce que je fais là, c'est que je résume l'application de la définition. Alors quelqu'un peut me dire, monsieur, on a compris ce qui se passe pour un déterminant d'ordre 3. Supposons par exemple qu'on a affaire à une matrice d'ordre 4. C'est la même chose. Bon, pour une matrice d'ordre 4, au lieu d'alourdir les notations qu'on a dans cette écriture-là, je vais prendre quelque chose de pratique. Par exemple, je prends la matrice, je me donne une matrice d'ordre 4, 1, 2, 3 et 4, 0, moins 1, 1 et 2, 0, 0 et 1 et 0, et par exemple 1 et 8 et 4 et moins 2. Je prends une matrice au hasard. Le déterminant de 1. Alors, avant de se lancer dans le calcul de ce déterminant, là, je tiens à vous signaler quelque chose, laquelle, comme vous le remarquez, j'ai le choix entre développer le déterminant suivant cette ligne, celle-là, ou cette colonne, ou celle-là, ou celle-là. Donc, parce que j'ai ce choix-là, est-ce qu'il y a un choix mieux que les autres? Ben, imaginez par exemple que A1 était égal à 0. Imaginez que par hasard, j'ai affaire à une matrice où cet élément-là est nul. À quoi ça me sert dans mes calculs? Ça me sert à quoi? À laisser tomber le calcul de ce déterminant-là. C'est-à-dire j'aurai un calcul de moins à faire. Parce que ça est nul. Donc, quelle que soit la valeur que va donner ce déterminant-là, il va disparaître. Ben, supposons que j'ai plus de chance et que j'ai et le A11 et le A12 nul. C'est-à-dire cet élément nul et cet élément nul. C'est-à-dire quoi? Que le déterminant de ma matrice A va faire appel à un seul déterminant d'ordre 2, qui est celui-ci. Ces deux déterminants-là, ils vont disparaître et je ne vais même pas les calculer à cause de ceci égal à 0 et cela égal à 0. D'accord? Donc je retiens une chose. Monsieur, quand on a le choix de développer un déterminant, nous avons intérêt à aller chercher la ligne ou la colonne qui contient le maximum de 0. Ok? Bien. Alors, toujours dans le cadre des exemples, nous avons vu comment calculer un déterminant d'ordre 2 et puis un déterminant d'ordre 3. Maintenant, je passe à un déterminant d'ordre 4. Pour concrétiser mieux, je donne une matrice ayant 4 lignes, 4 colonnes. Alors, avant d'entamer le calcul de ce déterminant, je tiens à vous faire remarquer la chose suivante, dont j'avais déjà parlé, c'est que parce que j'ai le choix de calcul,
ou bien je développe suivant la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, ou la ligne 3, ou la colonne 3, ou la colonne 2. Alors, comme vous le remarquez, j'ai intérêt à choisir la ligne ou la colonne qui contient le maximum de 0. Pourquoi je dis ça? Ben, supposons par exemple que, pour cette situation, c'est-à-dire supposons que ayant fait le choix de développer suivant la première ligne. Supposons que le A11 est nul et le A12 est nul. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ben, puisque A11 est nul, ça va m'éviter de calculer ce déterminant d'ordre 2. Puisque A12 est aussi nul, ça va m'éviter de calculer ce déterminant d'ordre 2. Et finalement, le calcul de mon déterminant d'ordre 3, ça va se ramener à un seul calcul d'un déterminant d'ordre 2. Donc finalement, nous avons intérêt à choisir la ligne ou la colonne qui contient le maximum de 0. Alors si on adopte cette stratégie-là, pour le calcul de ce déterminant-là, on sait tous que nous avons le choix entre n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Mais comme je viens de vous le faire remarquer, on a intérêt à choisir la ligne ou la colonne qui contient le maximum de 0. Alors je remarque que là, il y a 2 0. Donc elle est bien développée suivant celle-là. Celle-là, elle est mieux que celle-là. Parce que celle-là, elle contient un seul 0. Et celle-là, elle est mieux que celle-là. Celle-là, elle contient un seul 0. Les deux qui sont là, ils sont mieux que la troisième colonne, qui ne contient aucun 0. Ben, par exemple, cette ligne-là, elle est mieux que celle-là. Elle contient un 0, alors que celle-là. Mais cette ligne-là, elle est meilleure, parce que, comme vous le remarquez, il contient 4 0, 3 0. Donc, on opte pour le développement de notre matrice suivant quelle ligne? La troisième ligne. Donc, suivant la troisième ligne. OK? Alors, pour cette ligne-là, j'ai besoin des signes fictifs, des signes dont j'ai parlé ici. Alors, quel est le signe à mettre là, à mettre là, à mettre là? D'après la première règle, je commence par un plus, à côté c'est un moins, à côté c'est un plus. Donc c'est un plus, à côté c'est un moins, à côté c'est un plus, à côté c'est un moins. Donc, et je ne suis pas obligé de faire cette démarche. C'est-à-dire, je me dis, tiens, le 0 qui est là, il est situé dans quelle ligne et quelle colonne? C'est la troisième ligne et c'est la première colonne. Donc c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1. On va dire moins 1 à la puissance 4. Moins 1 à la puissance 4, ça fait plus 1. Donc c'est un plus. C'est un plus. À côté c'est un moins. C'est un plus. C'est un moins. Allons-y pour le développement. Alors le développement, ça va donner quoi? Le 0 qui est là, multiplie par quoi? J'enlève et j'enlève. Donc multiplie par ce qui est resté, c'est-à-dire multiplie par un déterminant d'ordre 3. Mais je n'aurai pas le calculer parce que 0 multiplié par n'importe quoi, ça va donner 0. Ensuite, moins le 0 qui est là, multiplie par le déterminant obtenu en faisant quoi? En enlevant cette colonne-là et cette ligne-là, ce qui va me laisser un déterminant d'ordre 3. Je n'aurai pas le calculer à cause de ce 0-là. Ah là, non. Là, c'est un plus 1, multiplie par, j'enlève la ligne où se trouve le plus 1 qui est là, et la colonne qui se trouve, où se trouve le 1. Que reste-t-il? Il reste le déterminant 1, 2, 4, 0, moins 1, 2 et 1, 8 et moins 2. Je passe ici. Là aussi, c'est un 0. Donc, ça va m'éviter de calculer le dernier déterminant d'ordre 3. Donc, finalement, le déterminant d'ordre A, le déterminant de la matrice A, il est égal à ceci. Et ça, comme vous le remarquez, c'est un déterminant d'ordre 3. Alors, pour calculer ce déterminant-là, je fais appel à la même stratégie, c'est-à-dire, je vais chercher la ligne ou la colonne qui contient un maximum de 0. Ben, je remarque que cette colonne-là, c'est elle qui contient un maximum de 0, il n'y en a que 1, et on n'y peut rien, et cette ligne-là, il contient un seul 0. Donc, nous avons le choix entre cette colonne-là et cette ligne-là. Alors, on opte pour cette colonne-là. Les signes de convention, c'est un plus, c'est un moins, c'est un plus. Ça nous donne alors plus 1 égale à... Je développe ceci, suivant la première colonne, ce qui va me donner le plus 1 qui est là, multiplie par, j'enlève et j'enlève, que reste-t-il? Il reste moins 1, 2 et 8 et moins 2. Ensuite, le 0, 0 multiplié par n'importe quoi, 0, je passe directement là, c'est plus 1 multiplié par, j'enlève et j'enlève, que reste-t-il? 2, 4 et moins 1 et 2. Ça nous donne alors là, c'est moins 1 fois moins 2, ça fait 2, 2 moins 16, ça fait combien? 2 moins 16, ça fait moins 14. De ce côté-là,
2 fois 2, ça fait 4. Moins 4, ça fait 8. Donc, plus 8. Alors, moins 14 plus 8, ça fait combien? Ça fait moins 6. Très bien. Et voilà la valeur du déterminant. Donc, nous avons compris que le calcul d'un déterminant d'ordre 4, ça se ramène au calcul d'un certain nombre de déterminants d'ordre 3, qui, à leur tour, demandent le calcul de déterminants d'ordre 2, ainsi de suite. Donc, nous avons compris comment calculer un déterminant. Alors, avant de passer à autre chose, je tiens à signaler une règle que vous avez tous déjà vue ou dont vous avez tous déjà entendu parler, c'est la règle de Sarus. Sarus, c'est un mathématicien français. Il s'appelle Friedrich Pierre Sarus. À l'âge de 17 ans, il a fait une petite remarque. Que je vais vous citer tout de suite, mais bien sûr qui permet de calculer juste les déterminants d'ordre 3. Alors, je la rappelle ici. Règle de Sarus. Alors, cette règle de Sarus, elle est valable. Elle permet de calculer les déterminants de matrice d'ordre 3. C'est-à-dire alors, selon M. Sarus, pour calculer le déterminant suivant, lequel? Par exemple, je prends A, B et C. Je prends ici X, Y et Z. Et je prends ici, par exemple, P, et Q et R. Alors, pour calculer ce déterminant, qu'est-ce qu'il a fait, M. Sarus? Il ajoute à ce déterminant-là la première colonne et la deuxième colonne. Il les met à côté. L'objet, c'est ça. Donc, tout ce que je vais ajouter, c'est juste pour exposer sa technique. Il ajoute ici le A, le B et le C. Et il ajoute la deuxième colonne, le X, le Y et le Z. Et comment il calcule son déterminant? En agissant de la façon suivante. Regardez. Là, j'ai affaire à 3 diagonales. Ce que je veux dire, ça, c'est la première diagonale, ça, c'est la deuxième diagonale, et ça, c'est la troisième diagonale. Et nous avons affaire à 3 antidiagonales, c'est-à-dire les diagonales dans l'autre sens. C'est-à-dire celle-là. Pour les diagonales en rouge, je les dote d'un C+. Je vais expliquer ça. Alors, pour ces antidiagonales, là, je les dote d'un C-. Moins, et là aussi, c'est un C-. Donc, d'après M. Sarus, comment on calcule ça? Ceci fois cela fois cela. A, Y, R. Plus, je parle de ce plus-là. Ceci fois cela, c'est X et Q et C. Plus ceci fois cela, c'est P, B et Z. Maintenant, ce envers, moins ceci fois cela, c'est P, Y et C. Et ainsi de suite, moins A, Q et Z et moins X, B et R. Voilà la règle de Sarus. D'accord? C'est un moyen qui permet de calculer rapidement un déterminant. Ok?